J'ai décidé d'être heureux parce que c'est bon pour la santé, Voltaire. À l'heure où la morosité, le cynisme et le renoncement n'en finissent pas de faire la une des médias et d'alimenter les conversations, il devient urgent de remettre à l'ordre du jour l'antidote numéro 1 contre tous les désespoirs, l'optimisme. Même si malheureusement ce dernier a été relégué aux oubliettes, accusé de naïveté. Souvent considéré comme un individu naïf et insouciant, un optimiste est vu comme quelqu'un de déconnecté du monde, un grand enfant un peu rêveur qui n'a pas la mesure des choses. Winston Churchill disait pourtant « Le pessimiste voit la difficulté dans chaque opportunité. L'optimiste voit l'opportunité dans chaque difficulté. » Moi aussi, j'ai vu une opportunité s'offrir à moi aujourd'hui, celle d'innocenter l'optimisme. Et voyez-vous, je l'ai saisie. Vais-je être à mon tour inculpé d'être avant tout une personne naïve? L'issue de ce débat nous le dira bien. Sur ce, bien le bonjour, chère galerie, honorable jury et opposants. Tout d'abord, permettez-moi de remettre chaque chose à sa place. L'optimisme est une attitude mentale positive qui se caractérise par la croyance en la possibilité de résultats favorables, même dans les situations les plus difficiles, et en la capacité à surmonter toutes les difficultés. Les personnes optimistes ont tendance à espérer le meilleur et à influencer positivement leur vie et leur environnement. L'optimisme est souvent associé à la résilience, à la motivation et à une meilleure santé mentale et physique. La naïveté, quant à elle, se réfère à un manque de discernement, de méfiance ou de compréhension réaliste des situations, ce qui peut conduire à une vulnérabilité face à la tromperie ou à l'exploitation. Les personnes naïves ont souvent une confiance excessive dans les autres et sont susceptibles de croire facilement ce qu'on leur dit, sans chercher à vérifier la véracité des informations, et peuvent ne pas être conscientes des intentions malveillantes d'autrui ou des conséquences négatives de leurs propres actions. La principale différence entre l'optimisme et la naïveté réside dans la perception réaliste des situations. Alors que les optimistes gardent espoir et cherchent des solutions même face à des défis, les personnes naïves peuvent ignorer les avertissements ou les signaux d'alarme. Mesdames et messieurs, quand on parle de l'optimisme, on parle d'une conscience du réel et d'une projection positive et ambitieuse dans le futur. Optimisme et réalisme ne doivent donc pas être dissociés. Mais c'est bel et bien l'optimisme et la naïveté qui doivent l'être. Afin de mieux vous éclairer, je citerai Alexander Lockhart, ancien membre du Parlement anglais. L'optimiste ne refuse jamais de voir le côté négatif des choses. Il refuse simplement de s'attarder dessus. Fin de citation. Trêve de blabla pour l'instant et laissons place à la pensée créative. Voyez-vous, mesdames et messieurs, aujourd'hui, je me suis levée et j'ai choisi d'être optimiste. En ouvrant ma fenêtre, une odeur de renouveau m'a conquise. Le premier rayon du soleil m'a enchantée. Un oiseau non loin de là m'a salué. Et même si c'est tentant de fuir le présent, je m'y suis raccrochée malgré les rafales de vent. En franchissant les portes de l'école, des personnes m'ont souri. La première heure de cours m'a paru infinie. Je guettais juste le moment où je me tiendrai devant vous pour vous communiquer ma joie de vivre et mon positivisme. Ne le sentez-vous pas? Vibrer à travers toute la salle, connecter toutes les âmes qui peinent à y croire. Et malgré tout cela, la seule chose que vous trouvez à redire, c'est que je suis naïve. Excusez mon euphorie du moment, mais j'en doute fort. Un optimiste ne vous vend pas du rêve, il vous invite à espérer. Un optimiste n'est en aucun cas naïf, il fait juste de son mieux. Un optimiste garde la tête hors de l'eau et nage droit devant lui. Le naïf joue avec le feu, mais l'optimiste n'a jamais oublié qu'au final, le feu, ça brûle. Merci. Bonjour à tous et à toutes. Bonjour à mademoiselle qui a tout fait sauf argumenter. Permettez-moi aujourd'hui de vous dire, il était une fois.
Il était une fois, dans un royaume bien lointain, où la magie opère quotidiennement, où les fées tissent des destins et où l'amour véritable triomphe toujours, se trouve notre histoire. C'est faux. Aucune histoire n'existe dans un monde pareil. Je ne comprends guère comment j'y croyais en étant enfant, comment le « c'est trop beau pour être vrai » ne m'est jamais traversé l'esprit. Mais à présent, je comprends pourquoi. Ma naïveté me voilait la face. Un monde tout beau, tout rose, de bisounours, ce n'est qu'une pure imagination d'un monde utopique et idyllique et une illustration d'une société idéale imaginée par les plus expérimentés pour fuir la coriace réalité. Maintenant, place à la vraie introduction de mon histoire, ou plutôt la nôtre à tous, et pas celle de tous les best-sellers des contes de fées. Il était une fois, dans un royaume pas si lointain que ça, dans un monde beaucoup plus familier qu'un conte de fées, se trouve notre histoire. Permettez-moi et permettez-vous de plonger dans un monde d'innocence, où la naïveté règne, d'un optimisme surréel, imprégné du doux nectar de l'enfance, colore chaque recoin d'une réalité teintée de rêves délicieusement naïfs. C'est l'histoire d'une petite fille nommée Amina, dont les parents chérissaient beaucoup, le sourire gravé au visage et l'esprit pur. Elle découvrit notre monde dans les bras de sa mère, la berçant de ses premiers pleurs, en apprenant à marcher dans des éclats de rire et de pleurs consécutifs, de lire le journal intime à sa grande sœur et de se disputer avec elle parce qu'elle a surpris un flagrant délit, d'écrire des lettres à son père une fois qu'il était en voyage d'affaires, de courir avec son frère au bord de la plage, de se lancer de l'eau l'un sur l'autre, de discrètement admirer sa grande sœur et la prendre comme exemple, de rire aux éclats avec sa sœur et son frère dans la cuisine à 3 heures du matin, de se retrouver à chialer sous les grandements de son père parce qu'elle ne savait pas la réponse à 16 x 4. Amina prenait du plaisir dans la simplicité du quotidien et dans la banalité de la vie, ce qui la faisait vivre dans un bonheur constant, sans qu'elle s'en rende compte. C'est tout simplement l'influence de l'enfance. L'ardeur de la vie, ainsi que ses complexités, se dissipent devant notre naïveté qui nous rend inaptes à comprendre la profondeur de la vie, ainsi que de ce qui se déroule réellement autour de nous, croyant en la bonté intrinsèque de l'univers. La naïveté crée un bouclier de positivité que Voltaire a appelé dans son livre Candide l'optimisme. Mais Amina commençait à grandir et franchissait l'adolescence et les questions commencèrent. Les discussions internes se faisaient de plus en plus fréquentes. Le miroir était son pire ennemi dès le matin. Elle lançait des injures face à son reflet. Le stress la hantait. L'arc-en-ciel qui la suivait du haut se transforma en nuage sanglotant. Le sourire était de plus en plus rare et les froncements de sourcils étaient de plus en plus fréquents. Elle ne se comprenait plus, et personne d'autre d'ailleurs. Elle se demandait quelle était cette distance qui la séparait entre elle et elle-même. Son entourage persistait. « Amina, tu as changé, on ne te reconnaît plus, tu n'es plus comme avant. Tu n'es plus comme avant. » La phrase qui l'a hantée, l'a tourmentée et l'a consumée de l'intérieur. Amina commençait tout simplement à percevoir la vie telle qu'elle est, sans être voilée par son amie d'enfance de longue date, la naïveté. Alors tout comme sa perception de la vie devint plus réaliste, son comportement le fut aussi. Son aptitude à être toujours optimiste face à la vie était désormais d'impossible, due à la disparition de sa naïveté. On a tous été naïfs, on a tous vu le monde en rose, alors nous avons tous été optimistes. Donc merci à la vie de nous avoir permis d'être naïves et irrationnellement positives. Merci de nous avoir permis de voir la vie sous ses meilleurs aspects et d'y croire pendant longtemps. Merci à la vie d'avoir ébloui les premières années de nos vies parce qu'elle savait qu'elle avait ses défauts. Je t'en suis éternellement reconnaissante. Et surtout, merci à la naïveté de nous avoir permis d'être optimistes, car au final, oui, mesdames et messieurs, un optimiste est avant tout une personne naïve. Merci. Mademoiselle Bendani, tout sauf argumenté, suivi, il était une fois, c'est bien ironique.
Et d'ailleurs, ce que vous êtes en train de définir est l'optimiste extrémiste. Car non, nous ne sommes pas en train de discuter l'optimiste selon Pangloss dans Candide. Voilà. Mesdames et messieurs, je suis optimiste. Optimiste à l'idée de réussir mon intervention, optimiste à l'idée de faire un beau débat, optimiste à l'idée de gagner ce débat. Et non, je ne suis pas naïf. En fait, je suis plutôt conscient. Conscient de vos compétences, conscient de votre passif et de votre éloquence. Je sais même qu'avec vous, mieux vaut prioriser la prudence. Mais je suis optimiste et je crois en mes chances. Chère audience, chers camarades, chers adversaires et très charmants membres du jury, encore et toujours, bien le bonjour. Ça, c'est une bouteille. Et si je l'ai apportée sur scène, ce n'est pas parce que j'ai soif, bien que j'ai soif de victoire, et cela, vous le saurez bien assez tôt, chers opposants. Si j'ai apporté cette bouteille, c'est pour une raison bien précise. Les plus optimistes d'entre vous me diront qu'elle est à moitié pleine. Les pessimistes, eux, la verront à moitié vide. Quant aux naïfs, ils me croiront simplement sur parole. Bon, et puis il y a un myope là-bas au fond de la salle qui n'est pas assez proche pour voir quoi que ce soit et devra par conséquent me croire, peu importe ce que je dis. Alors je vous prie, cher jury, de ne pas prendre en compte les exceptions que nos adversaires essaieront de camoufler sous leurs belles paroles et leurs, je l'avoue, très belles vestes. Maintenant que tout cela est dit, j'aimerais vous raconter une histoire. Mais accrochez-vous bien, car cette dernière sera plus touchante que celle du père Castor. Pour vous mettre dans le contexte, Hélène Keller, âgée à ce moment-là d'1 an et demi, souffre d'une congestion cérébrale, ce qui la rend aveugle et sourde à la fois. Grâce à sa tutrice, elle réussit tant bien que mal à apprendre la langue des signes ainsi que le braille. Ensuite, elle relève le défi d'apprendre à lire, à écrire et même l'impensable, apprendre à parler. Du temps s'est écoulé et la petite Keller a bien grandi. En effet, c'est devenu une fière diplômée. Plus que ça, elle est admise à l'université prestigieuse Harvard. 4 ans plus tard, elle devient la première personne aveugle et sourde à obtenir une licence en lettres au monde. Mais après, qu'est-elle devenue? Beaucoup de choses. Une militante, une linguiste, une syndicaliste, mais surtout une écrivaine. En effet, cette dernière a écrit de nombreux ouvrages parlant d'elle et de son expérience sous forme d'autobiographie, ayant pour principal thème, vous l'aurez deviné, l'optimisme. L'optimisme dont elle a fait preuve malgré sa situation, malgré l'injustice de ce monde, car malgré cela, elle se considère comme optimiste. Maintenant que vous savez tout d'Hélène Keller, pouvez-vous me citer un seul moment où cette dernière a fait preuve de naïveté? En fait, Hélène a grandi dans un environnement où toute forme de naïveté n'a pas sa place. Car elle devait s'accepter, accepter sa situation, accepter son handicap. Et enfin, affronter l'unique vérité et aller de l'avant. Chère audience, chers adversaires, je vous repose la question. Pouvez-vous me citer un seul moment où cette dernière a fait preuve de naïveté? Vous n'en avez pas. Sur ce, je vous laisse sur ces 12 paroles provenant d'une femme ayant désormais marqué l'histoire. L'optimisme est la foi qui mène à la réussite. Rien ne peut être accompli sans espoir et confiance. Merci beaucoup. Alors tout d'abord, Monsieur Selman, une intervention dépourvue d'arguments suivie d'un « je vais vous raconter une histoire », c'est plutôt ironique. Bon. Il faut savoir que les personnes que l'on est sont forgées. Vous, comme moi, ne sommes que produits. La façon avec laquelle je me tiens devant vous, la façon dont vous êtes assis, la manière avec laquelle je vous parle et celle avec laquelle vous m'écoutez, tout cela n'est qu'une chaîne de réactions infinie. Nous apprenons tout d'abord ce qu'est la joie de vivre. Le lait avant de dormir, les blagues de papa,
les siestes dans les bras de maman et comment? Comment ne pas sourire à la vie? Comment ne pas s'attendre au meilleur? Comment ne pas être aussi aveugle? Et donc oui, optimiste que j'étais, je peux vous dire qu'à la vie j'ai souri. Optimiste que j'étais, je peux vous dire qu'au meilleur, je m'attendais naïf que je suis. J'étais optimiste. Bon. Le temps, quoi que l'on fasse, ce sera toujours une composante. Et donc, il ne m'est que logique d'aborder ce sujet d'une optique temporelle. Oui, certes, notre compréhension du temps est infiniment limitée, mais elle n'est pas nulle. Vous comprenez assez vaguement ce qu'est que l'avant, l'après, le passé, le présent, etc., etc., sans rentrer trop dans les détails, on risque de ne pas en finir. Mais bon, l'optimiste est avant tout une personne naïve. D'une optique temporelle, le sujet suggère que la personne naïve au moment T0 est optimiste au moment T1. Pour que l'adage se confirme, l'intervalle de temps qu'il peut y avoir entre ces deux moments n'est d'aucune importance, tant que T0 égale naïf et T1 égale optimiste. Mais déjà un naïf, comment définit-on un naïf? D'après M. Pierre Larousse, un naïf est un ingénu, un confiant, un simple, par nature ou par inexpérience. Retenez bien, je répète, un naïf est un ingénu, un confiant, un simple, par nature ou par inexpérience. Entre définir ce qu'est qu'un humain et un naïf, la ligne est bien fine. J'y arriverai plus tard. Prenons comme guise de simple et pur exemple celui d'un enfant. Lui, ou dirais-je nous, qui apprenions à peine à faire nos premiers pas. Nous qui essayons et réessayons sans le moindre signe d'abandon. Nous qui pétions de rire à un P. Nous qui nous réveillons en sautant du lit notre optimisme. Pardon, notre naïveté rayonnait de mille feux. Dans notre cas, cet optimiste naïf qu'est l'enfant découvrira sans doute nos fameux aléas de la vie et sera donc confronté à 3 choix. 1. Reconnaître sa naïveté innée, développer une conscience pour finalement voir la vie en gris, qui est d'ailleurs une très belle couleur. 2. Ne pas reconnaître sa naïveté, vivre dans le mensonge et négliger la réalité de la chose. Puis 3. Admettre sa naïveté et maintenir sa perspective d'optimiste. Tant mieux pour lui. On peut maintenant facilement établir que chacun d'entre nous ici présent a été naïf et l'est toujours. J'y arrive tout de suite. Et donc que vous soyez aujourd'hui optimiste, pessimiste ou chef cuistot, ça importe peu puisque vous êtes avant tout une personne naïve. Notre humanité oblige notre naïveté. Notre façon de faire est bien trop maniable. La confiance que nous ne pouvons qu'accorder à tout ce qui nous entoure. Notre simplicité face à la complexité de la vie, notre partage d'émotions et de sentiments, tout cela par inexpérience et par nature. Je répète, tout cela par inexpérience et par nature, c'est étrange. Puisque c'est exactement comme cela que M. Pierre Larousse définit le naïf. Croyez-moi, je suis tout aussi surpris et sceptique face à mes dires. C'est une vérité dont j'aurais pu m'en passer, mais c'est avant tout une vérité. Nous ne sommes que des marionnettes dans cette grande pièce de théâtre qu'est l'existence. Monsieur Hamza, les chaussettes colorées et les idées bien sombres, ça me rend presque triste pour vous. Et quand les économistes se mettent à la physique, voilà ce que ça donne. Quand la douleur nous prend par surprise, que l'on sent une masse dans notre ventre, dans notre poitrine, notre cou. Quelque part, une pensée s'envole et nous dit que c'est la fin. Probabilité l'oblige, c'est souvent rien. Sauf quand c'est quelque chose. Et que ça nous arrive, comme ça arrive aux 19 millions de personnes diagnostiquées d'un cancer chaque année. Et la pensée s'incruste. Elle vit à nos côtés le temps qu'on parte. C'est la fin. Mais ça n'arrivera pas. On ne mourra pas. Sauf quand ça arrive. Et que l'on meurt. Comme les 10 millions de personnes qui meurent d'un cancer chaque année. La moitié. Ces oncologues, ces médecins, eux dont la moitié des patients meurent trop souvent dans leurs bras. D'où viennent leurs mots, ceux qui nous sortent du délire et nous apaisent? Est-ce qu'ils ne le verraient tout simplement pas?
Aurait-il la naïveté de croire en une médecine miracle, celle où l'espoir fait vivre? Non, plus que personne n'y le savent. La mort, inévitable, elle attire, elle prend, elle ne rend pas. La naïveté les aurait détruits il y a bien longtemps. Alors pourquoi? Pourquoi s'acharne-t-il? Pourquoi est-ce qu'il se laisse prendre par cette vague d'optimisme pour chaque patient? Constamment, ils se battent. Ils cassent les murs quand les portes se ferment, construisent les ponts et les montagnes avec. Et ils y croient. L'optimisme, celui qui œuvre pour améliorer les choses, est présent. La naïveté ne l'a jamais été. Chère audience, la danse s'achève et les rideaux se referment. Dansons derrière. Le bout du tunnel n'existe pas. Faisons de la lumière dans nos yeux une flamme. Regardons la réalité en face. Acceptons la laideur du monde, sa disgrâce, ses poignards, ses formes généreuses d'injustice. Mais faisons de notre espoir un monde nouveau. Chère audience, bonjour. Laissez-moi l'honneur de vous présenter une philosophie que j'ai longtemps évitée, en me disant que le monde est méchant, que si l'on ne s'attend à rien, on ne sera jamais déçu. Ça a changé depuis. Mesdames et messieurs, l'éthique du bonheur, la croyance, la conviction en un avenir meilleur n'est autre que moteur de l'action morale. Voir le bon côté des choses, ce n'est pas se dire que tout va bien. C'est chercher la partie de nous qui sait que ça ira. Foncièrement bonne comme elle est, elle prend le mal comme il est. Consciente de son état, elle ne le peint pas en rose, elle le façonne et le guérit. Je l'appelle l'optimiste. Le ciel n'est bleu qu'à nos yeux. Embrassez la vision et ne l'accusez pas de naïveté. Vous comprendrez mes paroles. Vous saurez bien assez tôt que vous n'êtes pas naïf de tout faire pour ne pas être déçu. Et petit à petit, c'est la fin. Cette pensée change de direction, prend tout son sens. Comment accepter la fin? Et un sourire apparaît avant le dernier soupir, car il me semble que la misère serait moins pénible au soleil. Merci. Vous savez, on dit que ce qu'un orateur ne vous donne pas en profondeur, il vous le donne en longueur. Mademoiselle Myriam, vous ne nous avez donné ni la profondeur, ni la longueur. Je parle bien évidemment de vos textes, non pas d'autre chose. Quant à vous, mademoiselle, ce n'est pas en jouant sur les définitions, en apparentant optimisme et sa némésis, réalisme, et en enchaînant les citations que vous allez forger un réel argumentaire. Et monsieur Selman, si vous n'avez pas la grandeur d'esprit pour extraire quelques arguments de la belle histoire de Madame Bendani, rentrez chez vous. N'est-ce pas, Enib? N'est-ce pas, Enib? Alors, opposant, vous êtes mignon. Tout beau, tout propre. Surtout toi, Salman. Avec vos petites chemises, votre petite débatteuse, vos gros mots, au sens ô combien petit. Bien sûr que du haut des premières loges de la vie, vous êtes capable de vous délecter de son décor atroce, tout en clamant haut et fort qu'elle est belle, qu'elle restera belle, que tout va bien, que tout ira bien, mais vous êtes propre. Et c'est bien le propre des propres que de croire que leur propreté durera. C'est bien le mal des malheureux que de croire que leur mal-être est infini. Mais permettez-moi de vous instruire. Elle est propre, elle est malheureux d'entre vous. Dans le royaume des humains, le palabre est une tradition, l'optimisme une hérésie, et la souffrance l'ultime réalité. Mais dans ce même royaume, la résilience est humaine. L'humain est brave, surtout les économistes comparés aux sciences physiques. Et l'humain est brave et la beauté existe bel et bien. Croyez-moi, j'en ai fait l'expérience. Vous savez, en fin de compte, la vie est on ne peut plus simple. On est, on aime,
On s'égare, on saigne, on gagne, on perd. On est d'abord enfant, puis après une transition assez malsaine, on commence à en faire. On rit, on pleure, on s'exaspère. Et puis soudain, on meurt. Mais cette myriade d'événements est soumise à un seul principe régisseur. L'incertitude du lendemain. Opportunité, menace, force, faiblesse, et Madame Iboudel se reconnaîtra, on ne peut savoir de quoi notre lendemain est fait. Et donc, avoir une vision positive sur ce qui nous attend est on ne peut plus naïf. Et bien que traditionnellement, vous êtes supposé être plus matheux, camarades sciences physiques, et encore, c'est dans le doute, les probabilités restent notre domaine de prédilection. Et je vous assure, en ma qualité d'économiste, que la probabilité que vos aspirations positives soient réelles est nulle. L'optimisme, leurre, le présomptueux et l'indolent, qui se repose inconsidérément sur ses promesses au risque de faire de la déception son unique réalité. Mesdames et messieurs, délaissez cet obscurantisme, délaissez le plaisir sadique de la désillusion, délivrez-vous de votre optimisme et figurez-vous que nous sommes dans ce monde pour nous battre envers et contre tous. Tout n'ira pas bien, mais vous devez en ressortir vainqueur. Justement, ce n'est pas de l'optimisme qu'il vous faut, mais de la résilience et de la cohérence. Et aujourd'hui, nous la représentons. Honorable Assemblée, je ne suis pas devin, mais je vous assure que vous allez souffrir. Si ce n'est pas le cas aujourd'hui, ça sera demain, le mois prochain, l'année prochaine, mais vous allez souffrir, alors tâchez de garder la tête haute. Ce voyage sera lent, et il sera dur, et il sera langoureux, et il sera cruel. Mais telle est sa beauté, tel est son joyau, tel est son sens. Alors, que Dieu vous guide, voyageurs, que Dieu vous guide. Alors, premièrement, mademoiselle Aya, j'espérais que vos arguments soient aussi beaux que votre allure aujourd'hui. Malheureusement, où sont vos arguments? Je ne les regarde pas. Monsieur Hamza, c'était un beau discours. On en a les larmes à l'œil. Cependant, la vérité ne peut pas être cachée avec de la simple éloquence. Quant à vous, jeune homme Bouhali, nous ne sommes pas dans un concours de petites blagues. Si vous êtes aussi passionné, participez à stand-up au lieu d'essayer de faire des sketchs dans un débat. Trêve de bavardage, comme l'avait dit un sage. Chère audience, honorable jury, chers opposants, accrochez-vous bien car nous allons voyager dans un monde où les licornes galopent sur des arcs-en-ciel et où les nuages sont formés de barbapapa. Oui, c'est le monde délicieusement coloré de l'optimisme. Imaginez un univers où l'optimiste est comme un papillon volant au-dessus des réalités sombres de la vie. Un univers où chaque déception est un conte de fées en devenir et où chaque facture impayée se transforme en confetti. Mes chers compatriotes de la réalité, revenons sur Terre et regardons de plus près cette idée selon laquelle l'optimiste n'est pas une personne naïve. Car soyons réalistes, l'optimisme peut parfois ressembler à un champ de mines avec des explosions de désillusion à chaque pas. Vous l'aurez très bien compris, je suis une optimiste. Voyez-vous, cher auditoire, l'optimisme et la naïveté sont depuis la nuit des temps deux termes bien distincts. Alors bien sûr, à part s'il y a un optimisme dont vous êtes créateur, un optimisme où l'optimiste est avant tout une personne naïve. Si votre optimisme est comme celui d'Hitler, qui a cru qu'il pourrait vaincre la Russie en plein hiver et que même encerclé par 4 pays, il pouvait gagner. Si votre optimisme est comme celui d'Hitler, et si Hitler est l'icône de votre optimisme, alors je vous l'accorde, peut-être que vous avez raison. Sinon, vous avez tort et je crains bien que c'est le cas. En fait, mes chers opposants, quand vous nous traitez de naïfs, vous traitez aussi tous ces gens qui besognent tous les jours afin d'accomplir leur but de naïf. Pour la simple et mauvaise raison d'avoir confiance en soi, d'être serein, d'être confiant qu'ils peuvent y arriver. Honorable galerie,
C'est pour cette raison que ces jeunes gens vous gaspilleront les prochaines minutes à vous avancer des arguments, comment dire, des arguments qui font de la peine, alors qu'ils peuvent très très bien utiliser ce temps perdu à soigner leurs esprits. Mais bon, mesdames et messieurs, un optimiste n'est pas un naïf. Je le dis et le redis, un optimiste n'est en aucun cas un naïf. Alors déjà, premièrement, ça peut paraître banal, mais cherchez dans n'importe quel dictionnaire dans le monde et vous ne trouverez jamais que l'optimisme est synonyme de naïveté. Deuxièmement, mes chers économistes, dites-moi que serait le monde du business sans les optimistes qui ont commencé leur start-up à partir de rien, sans les idées folles des managers qui ont eu foi en leur campagne extravagante. Dites-moi que seraient les compagnies les plus réussies sans les alliés, les travailleurs qui ont travaillé jour et nuit pour qu'un projet se concrétise. Les investisseurs qui ont investi dans les start-up les plus farfelues et ne se sont pas dit que ça mènera à leur faillite. Sans l'optimisme de toutes ces personnes, je ne crois pas que le succès même existerait. Et finalement, et surtout, mes chers économistes, dites-moi que serait le monde du business sans ces gens qui osent entreprendre. Dites-moi que seriez-vous sans l'entrepreneuriat, vous ne serez rien, vous n'aurez même pas de filière, vous ne serez même pas ici en train de débattre avec nous aujourd'hui. Car oui, vous êtes la preuve même de l'optimisme. Et je dis bien l'optimisme et non la naïveté. Mon Dieu, réveillez-vous, chers gens. L'optimisme triomphe et triomphera toujours, que vous le vouliez ou non. Car si l'optimisme est une personne naïve, comme certains le suggèrent, je ne pense pas que le monde arrivera à ce qu'il en est aujourd'hui. Et je ne pense pas que vous serez ici, bien habillés, bien coiffés, en train de vous exprimer librement, mais surtout aléatoirement. Pardon. Mes chers amis, avant de quitter ce cher pupitre que je chéris tant, marquez ces mots venant d'une pure et dure optimiste. L'optimiste persévère, apprend, grandit face aux défis, tandis que le naïf se contente d'espérer sans agir. Et voici la petite blague pour que mon cher camarade Bouhali puisse s'inspirer. Si la vie vous donne des citrons, faites-en des limonades et savourez le moment. Merci. Alors, Imen, oui, nous traitons les personnes qui besognent pour leur objectif de naïf, mais pas que. Je traite Adam ici présent de naïf. Je traite Aya ici présent de naïf. Je traite tout le monde ici présent de naïf. Parce qu'il faut savoir que comme un fou ne sait pas qu'il est fou, un naïf de nature ne sait pas qu'il est naïf. J'aimerais, mesdames et messieurs, vous faire part d'un concept psychologique dont beaucoup d'entre nous ignorent l'existence. Les biais cognitifs. Ce sont des erreurs de pensée que l'on commet à longueur de journée sans nous en rendre compte. Nous croyons la plupart du temps à la chose simplement parce que nous l'avons toujours cru. Les carottes rendent notre vision plus forte, les moustiques sont attirés par la lumière, même si ce n'est pas vrai. Ce sont des petits pièges dont le cerveau humain, on va dire, mais bon, piège ou pas, nous ne pouvons pas négliger leur existence et donc nous sommes par nature biaisés. Tenez bon, nous rentrons dans les détails. Biais de confirmation. Celui-ci fait que nous allons... Excusez-moi. Celui-ci fait que nous allons analyser les informations de manière sélective, de fait à ce qu'ils soient en concordance avec nos croyances préexistantes. Et donc, sans que l'individu s'en rende compte, il est objectivement naïf. Biais de surconfiance. Celui-ci va faire que nous allons surestimer nos propres compétences, nos propres connaissances, et donc être aveugle face aux limites de notre compréhension, et donc être objectivement naïf. Biais de disponibilité. Celui-ci va faire que nous allons supposer ou juger la probabilité d'un événement en fonction de la facilité avec laquelle nous pouvons l'imaginer.
Et donc nous surestimons ou sous-estimons l'importance de certains événements et donc nous sommes objectivement naïfs. Biais de projection. Celui-ci fait que nous allons croire que les autres ressentent et pensent comme nous. Et donc nous surestimons notre compréhension à comprendre l'autre et donc nous sommes objectivement naïfs. Excusez la longue explication et confirmation scientifique que l'homme est naïf. Ce qui peut d'ailleurs très facilement expliquer pourquoi le marketing nous impacte autant dans nos vies quotidiennes. Les chaussures Nike ne sont qu'une protection de pied. Les polos Ralph Lauren ne sont que des vêtements, une Rolex n'est qu'un outil pratique. Et pourtant, nous préférerons acheter des Air Jordan plutôt qu'une paire de Quechua, une Rolex plutôt qu'une Casio, et j'en passe. Mais vous êtes-vous déjà demandé pourquoi? Excusez-moi. On vient tout juste de m'informer d'une fatale erreur que j'ai commise, celle d'un oubli. Et oui, mesdames et messieurs, s'il vous plaît, faites place au biais de conformité. Vous voulez une façon simple d'influencer les choix des autres? Ne cherchez pas plus loin que le biais de conformité. Ce biais psychologique est votre allié puissant pour persuader, convaincre et obtenir ce que vous voulez. Imaginez-vous capable de dicter les choix des autres simplement en exploitant leur naïveté innée. Envoyez un El Raki au plus 212 661 600 118 pour plus d'informations. Pour faciliter votre compréhension de notre position, déchiffrons le sujet. L'optimiste, un cas humain particulier parmi tant d'autres cas humains particuliers. Le naïf, factuellement, le cas de toute notre espèce. Ce sujet revient à dire un éléphant à 3 pattes est avant tout un mammifère. Un éléphant à 3 pattes, un cas d'éléphant particulier parmi tant d'autres cas d'éléphants particuliers. Un mammifère, factuellement, le cas de toute son espèce, ce n'est pas si dur. Et donc oui, mesdames et messieurs, que ce soit de la fameuse optique temporelle ou simplement d'une optique biologique et psychologique, l'optimiste est avant tout une personne naïve. Alors, Monsieur Hamza, tu parles de mon histoire en disant qu'il n'y a pas d'argument, alors que mon histoire est l'argument que vous n'avez toujours pas contré. Et pour répondre à Monsieur Bouali qui dit la petite chemise, la petite débatteuse, mais je vais te dire ce qu'un sage m'a dit un jour, ce n'est pas la taille qui compte. Mesdames et messieurs, je l'ai dit, je le redis et je le redirai autant de fois que nécessaire. L'optimiste n'est pas, avant tout pas d'ailleurs, un naïf. L'optimiste ne te dit pas de voir la vie tout en rose, mais bon, au moins, faudrait pas vouloir la rendre grise. Et pour revenir sur vos interventions, là où vous voyez des arguments béton, moi je vois de l'insolence à l'état pur. Pourtant, on a parlé et puis mais rien n'y fait. C'est la première fois qu'on me fait sortir de mes gants. Pourtant, je me dis, Selman, ce n'est rien, ce ne sont que des paroles dans le vent, mais c'est redondant et ça me tape sur les nerfs. C'est bon, je crois que je suis outré. J'en ai officiellement et officieusement marre. Vous manquez de respect à Monsieur Nézar, qui a eu l'optimisme de créer cette activité. En effet, il en a éduqué des générations. Il a veillé tard la nuit, à organiser les débats, tôt le matin, à chercher des sujets, tard l'après-midi, à donner les véridiques. Il a vu les plus timides devenir éloquents et les plus éloquents devenir maniloquents. Mais il n'a jamais vu de débatteur le traitant ouvertement de naïf. Alors je vous le dis, Monsieur Nézar, à la place de ces ingrats, merci beaucoup. Bon, je pourrais très bien m'arrêter là, mais comme je sais que nos chers adversaires crieront à la flatterie et que de toute façon, Monsieur Nézar n'est pas la seule personne que vous avez indirectement traité de naïf. Alors je parlerai de Monsieur l'Iraqi, Monsieur Ebdlali, l'Iraqi.
En effet, ce dernier a lui aussi eu de l'optimisme en fondant cette école, en imaginant tout le bien que ça ferait à des enfants d'avoir une éducation et un enseignement à la hauteur de toute espérance, en imaginant les valeurs qu'il pourrait inculquer et transmettre, et cela depuis 1983. Ce qui nous conduit à aujourd'hui, où 3 débatteurs sous-entendent qu'il est naïf. Pire que ça, ils remettent la philosophie de l'école en question. Car qu'est-ce que le « aujourd'hui mieux qu'hier » et « demain mieux qu'aujourd'hui » si ce n'est de l'optimisme? Ah oui, je m'en rappelle, de la naïveté, selon vous. Eh bien, mes pauvres, je crois que je ne peux vraiment plus rien faire pour vous. On dirait que mon heure a sonné, alors je demanderai à M. Hamza, M. Bouali, Mademoiselle Bendani, de m'applaudir, de s'applaudir tous ensemble, car j'ai bien fait d'être optimiste. C'était un beau débat. Merci beaucoup. Merci. Monsieur Salman, vous parlez de l'optimisme de Monsieur Abdelali El-Iraqi. Son petit-fils vient de me faire passer à l'oreillette que c'est de la persévérance et non de l'optimisme. Je vous remercie plutôt pour votre proposition, mais la médiocrité de stand-up ne sied pas à un orateur de mon calibre, je suis désolé. Je ne pourrais dire de même pour votre petite blague dont je suis censé m'inspirer. Monsieur... Bon, je pense que c'est tout pour vous. Mais vous savez, certes, vous êtes toujours tout aussi mignon, surtout toi, mais vous êtes aussi biaisé. Nous sommes biaisés, ne vous inquiétez pas, je le suis, nous le sommes, vous l'êtes, tout le monde l'est. En effet, de nos rencontres, de nos amours, de nos maîtres, de nos réflexions durant nos nuits intranquilles, chaque individu reçoit un certain stimulus, l'internalise, et ainsi, le moule de son existence s'est comblé par la fonte perpétuelle des minéraux de l'expérience individuelle, unique et précieuse. On trouve des croyants, car fils de croyants, et des athées, car fils de croyants, des égoïstes car traumatisés, des traumatisés car égoïstes, des personnes qui réussissent car on leur a trop mis de pression, et d'autres qui déraillent, enchaînant bouteilles et rails, car on leur a trop mis de pression. Vous pouvez même trouver des personnes qui se mettent à débattre, car le basket, ça ne leur a pas trop réussi. Merci. Et des optimistes qui deviennent optimistes car la vie leur a trop souri. Ou inversement, car la vie les a tant accablés par ses souffrances que l'espérance demeure la seule lueur dans la nuit de leur existence. L'optimisme est avant tout une vision du monde. Une vision du monde individuelle, basée sur une perspective unique, enfantée par une causalité qui remonte à votre plus tendre enfance. Ce n'est ni une réalité, ni une vérité, ni un théorème. Y croire relève donc d'une naïveté pure et profonde. Mais détrompez-vous, je conçois que certains d'entre nous ont besoin de croire en cette graine de naïveté. Je ne pourrais dire le contraire. Quand on porte sur nos épaules la voûte du ciel, on se doit de faire appel à l'espoir d'Atlas, au risque de perdre notre crédibilité intellectuelle. Mais le pire, le comble de la crédulité, c'est adopter cette vision du monde tout en niant notre part de niaiserie. Bien sûr, il faut avoir le culot de nos opposants pour pouvoir faire une telle prouesse. Savez-vous, on a d'abord conquis la Terre, découvert l'immensité de l'univers, les obstacles qui nous attendent à chaque détour, le manque de sens qui définit notre condition d'humain, et puis devant ce vide existentiel, l'optimisme a surgi en tant que mécanisme instinctif d'autodéfense. Et c'est un mécanisme qui consomme notre naïveté et nous fait croire qu'il est capable de changer la réalité. Optimisme au roi soleil, accompagné de ses courtisans, l'espérance, l'ambition, la déception et surtout nos opposants, les fous d'un roi narquois qui se délecte de leur singerie autant qu'ils savourent nos espoirs. Mesdames et messieurs, durant mon dernier débat, je pense avoir parlé de Mozart, mais aujourd'hui,
je réalise que l'harmonie la plus douce est le son du silence, lorsque la parole est au service de l'insensé et de l'inepte. Alors, chers opposants, je vous en conjure, offrez-moi cette harmonie. Taisez-vous.